Hello YouTube, ici Rikako sur la chaîne du Top Rainbow pour vous parler de la nouvelle banlist. Et oui, ça y est, elle est enfin sortie et elle est applicable depuis le 15 juillet 2019. Et quelle banlist mes amis, quelle banlist franchement. Beaucoup de cartes, hein. J'en ai compté, il y en a 31 changements. C'est beaucoup. C'était pas arrivé depuis la banlist de septembre 2017 pour dire, hein, bien qu'on avait quand même des banlists de 27-28 cartes. C'est depuis 2017 qu'on n'a pas eu plus de 30 changements possibles. Et là, pour vous introduire un peu tout ça, Konami a décidé de quand même bien niquer la méta, hein. Franchement, la méta a pris très très cher là-dessus. Mais bon, je vais vous détailler un peu ce qui s'est passé sur la banlist. Et on va commencer avec les cartes qui ont été maintenant bannies. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux en fait qui ont été bannies. On ne peut plus les jouer. D'habitude, il y en a un peu plus que ça, mais là, Konami a été très sympathique là-dessus. C'est surtout au niveau des cartes limitées que je présenterai plus tard, auxquelles ils ont été vraiment très méchants. Mais voilà, seulement deux cartes bannies. La première d'entre elles n'est autre que Weave Eclipse. Alors Weave Eclipse, c'est une petite surprise quand même, hein. Il y a des gens qui s'attendaient pas trop à ça, ils s'attendaient à d'autres cartes. Mais vous inquiétez pas, les cartes qu'on soupçonnait justement qu'ils allaient être touchées par la banlist, elles ont été touchées. C'est pourquoi je vais pas trop m'attarder sur Weave Eclipse. Je vais attendre de présenter deux autres cartes qui sont en rapport avec Weave Eclipse et qui permettaient justement des combos un peu abusifs, notamment c'est surtout au niveau des Dragards et des Thunder Drake. Mais bon, comme je l'ai dit, je vais les présenter lorsque je présenterai aussi les deux autres cartes en question. La deuxième et dernière carte qui a été bannie n'est autre que Bardiche. Alors celle-là, tout le monde s'y attendait. On n'avait pas vraiment de grosses surprises là-dessus. C'était une carte qui était vraiment abusée. C'était censé être un support pour Chevalier Fantôme, hein, pour rappel. Le problème, c'est que des Chevaliers Fantômes, on n'en voit toujours pas dans la méta. Non. On les voit surtout en tant que support chez les Orcus. Et franchement, Bardiche a montré sa pleine puissance chez les Orcus. C'était vraiment abusé. C'est lui qui faisait le café, qui faisait aussi l'argent du beurre, etc., etc. Voilà, je mélange sur mes jeux de mots, c'est pas très grave. Et pour vous résumer ce que faisait Bardiche chez un Orcus, il permettait d'aller chercher ou Brigandine ou Épée du Brouillard en envoyant un Chevalier Fantôme. Celui évidemment qui permet d'aller en chercher un deuxième, donc ce qui fait qu'on pouvait avoir soit deux épées brouillard, soit une épée brouillard ou une brigandine pour faire des combos. C'est une carte qui abusait énormément sur Dingirsu qui, lorsqu'il revenait du cimetière avec Babel, etc., pouvait donner du card advantage. Et en plus, même si l'adversaire s'amusait à s'en débarrasser, il suffisait de bannir une épée du brouillard et elle revenait et refaisait ses moves assez chiants. Donc c'était logique pour nous qu'on la voyait complètement bannie. Et on va continuer avec les cartes limitées. Évidemment, je vais commencer par parler de Dragon Blanc Destructive et Dragon Noir et Front Serpent. Et oui, c'est bel et bien les deux cartes qui sont en rapport avec Weave Eclipse que j'avais présenté juste avant. Bah en fait, c'était attendu. On attendait beaucoup à Dragon Blanc et Dragon Noir, mais on s'attendait pas à Weave Eclipse parce que Weave Eclipse permettait des combos abusés avec logiquement du Dragard, mais Weave Eclipse était plus dans le Thunder Drake. Pour ce qui est du Dragard, c'est surtout la combinaison Dragon Blanc et Dragon Noir qui permettait de jouer avec Pixie, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça permettait de sortir du Saryuja, voire même un double Saryuja si vous aviez vraiment une bonne combinaison. Donc maintenant qu'elles sont limitées à une, ça serait beaucoup plus difficile pour eux de jouer les combinaisons. On va s'attendre quand même à un Dragard, un Saryuja, on va pas en avoir deux. En tout cas, derrière tout ça, ça va permettre aussi au Thunder Drake de se calmer un peu, notamment avec justement Weave Eclipse que j'ai présenté précédemment, car Weave Eclipse permettait des combinaisons, notamment avec Lévianaire. Donc Lévianaire allait le bannir, puis forcer Weave Eclipse d'être banni grâce à Dragon Noir, qui permet d'aller chercher Dragon Blanc derrière. Et avec ces deux-là, plus du Thunder Drake dans le cimetière, vous les bannissez, vous invoquez Lévianaire. Et vous aviez la combinaison Lévianaire avec Ténèbres, Lumière réunis, et le Thunder Drake, ou les Thunder Drake que vous avez bannis parce que vous avez utilisé que leurs effets de défausse. Ensuite, pour poursuivre les cartes limitées, je vais surtout parler des cartes qui ont été touchées par la méta. Et on va commencer par le top tier avec les Salamangreat. Et là, c'est pas une, mais deux cartes qui sont maintenant limitées à une. C'est bien sûr Gazelle et Cercle Salamangreat. Alors, là-dessus, Gazelle, on s'y attendait. Ça, c'était logique. Gazelle était trop fort. Le move pool était quasiment parfait. Donc, la limiter à une, c'était pas vraiment ce qui nous choquait. Ce qui nous a choqué, c'est que on s'attendait plus à soit Gazelle, soit Cercle. Et Konami a dit non, on va mettre les deux. Donc, du coup, le deck n'est pas mort, mais les move pools de base, c'est clair, Konami n'en veut absolument plus. Par contre, ce qui va se passer, c'est que Konami va beaucoup insister sur le fait qu'on va devoir jouer avec les réincarnés plus que sur les X6-3 abusives. Parce que comme j'ai dit, le deck n'est pas mort, hein. Certes, vous pouvez le remplacer par Sinette Millage, c'est pas très problématique.
Ensuite, je pense que les gens vont plus se tourner sur Remercurance ou Volonté Salamandre qu'on va avoir un peu plus dans le deck, parce que là, on avait que Volonté qui était parfois joué à 1, rarement à 2. Là, on va peut-être en voir 3. On va avoir, comme j'ai dit, plus de Remercurance. Et si les gens veulent quand même avoir un petit gazelle de secours, il y a toujours objet de sacrifice inutile ou sacrifice inutile de base qui permet d'envoyer des roule boules, etc. Donc oui, ça va être un peu plus compliqué de faire les move pools. Oui, ça va être presque impossible de pouvoir abuser de l'Exis 3, puisque Gazelle était un niveau 3 excellent, mais là, il y en a beaucoup moins. Mais il y a toujours possibilité, il y a toujours des pans, il y a toujours plein de trucs qui permettent quand même de jouer, mais surtout sur l'abus Reincarnate. Après les Salamangrettes, c'est le Sky Striker qui a aussi pris. Nous avions eu avant Drone et Kagari. Maintenant, on a Multirole. Et là, clairement, le pur Sky Striker est quasiment mort. Je dirais même personnel, il est mort. Je pense qu'actuellement, il est impossible de jouer Sky Striker de manière pure dans la méta. Il va falloir maintenant trouver du support pour pouvoir permettre à Sky Striker d'être encore sur le devant de la scène. Ça va être très compliqué parce que un Multirole et une Kagari, je trouve que Konami a été très sévère là-dessus. Là où beaucoup s'imaginent pour essayer quand même de limiter les dégâts à de l'engage ou à de l'encre. Le multi-role, c'était celui qui faisait le café, certes, mais je trouve que vraiment la sanction est vraiment trop sévère. Ensuite, vous avez Mult-Imposteur Altergeist. Alors là, bizarrement, c'est un outsider, mais Konami s'est dit, tiens, ça risque d'être dangereux parce qu'on a quand même bien pénalisé les gros de la tier, donc on va quand même toucher un petit peu de la tier 2, puisque Altergeist était justement tier 1 pendant une bonne partie du début de l'année, jusqu'à la sortie justement des Thunder Drake qui a dit que c'était mort pour les Altergeist, et Salamangreat n'arrangeait rien. Là, par crainte que Altergeist revenait trop puissant, ils ont décidé de faire comme à l'OCG, de la limiter à une. C'est pas méchant, mais ça permet juste aux Altergeist d'être un peu plus dépendants de leur petite sirène niveau 1 et de faire très attention lorsqu'ils vont jouer leur Mult-Imposteur. Mais il va y avoir d'autres cartes que je vais présenter aussi, mais à la fin de la banlist justement, qui fait que Altergeist va être moins menaçant qu'elle l'était avant. Ensuite, vous avez Terraformation et Metaverse qui sont maintenant limités à une. Alors ça, j'ai eu peur que ça arrivait et malheureusement c'est tombé. Beaucoup s'imaginaient que ça serait pour Mine Mystique, hein, que ça serait la Mine Mystique elle-même qui serait touchée. Konami a dit non, on va laisser sa chance au deck Mine Mystique Exodia et Mine Mystique pure. On va juste la limiter en mettant du Terraformation et du Metaverse. Je trouve ça très vache pour les decks qui ont besoin de leur terrain. Je pense notamment au Trou Draco, par exemple, avec leur diagramme. Je pense au Hangar pour les decks ABC, etc. Qui sont pénalisés juste parce que Konami veut limiter les dégâts de, de mine mystique. Mais il y a toujours une autre carte que je vais afficher. J'ai oublié le nom, je vais l'afficher là. Non, plutôt là, parce que là, c'est les cartes que j'affiche pour la banlist. C'est une carte qu'on avait vue dans justement ma vidéo sur les duels IRL qui permet notamment Mine Mystique d'être encore jouable. Je veux dire, Konami a voulu toucher Mine Mystique, mais c'est complètement planté dans la banlist en ne touchant que Terraformation et Metaverse. Ce qui fait que c'est surtout ceux qui abusent de leur terrain. Comme j'ai dit, ça peut être même Monde Zombie, même Lair of Darkness, mais c'est surtout Trou Draco, c'est surtout le hangar ABC qu'on voyait plus trop, et c'est aussi Trickstar. Ah bah Trickstar, parlons-en justement. Scène de lumière Farstar a aussi été touchée par cette fameuse banlist, elle est limitée à une. Ça a été une grande surprise là-dessus sur beaucoup, mais ça peut s'expliquer sur deux raisons. La première, c'est que cette lumière Farstar, pardon, était une carte qui permettait justement le burn, mais bon, c'est pas le plus gros problème, puisque là encore, plus bas dans la banlist, on va avoir des cartes qui va permettre justement de gérer ces petites crises qui étaient assez chiantes. Mais il a l'effet qui permet d'empêcher les cartes face cachée adverses de s'activer. Je pense que c'est pour ça qu'elle est limitée à une. Mais la plus grosse raison, c'est encore une fois pour l'Orcus qui utilisait ce que j'appelle le deck budget. Donc là où des gens ne pouvaient pas utiliser les combos tels que Engage avec Drone et avec Kagari qui permettaient de faire la ligne que 2, là c'était cher. Bon, elle a été rééditée récemment, donc elle est un peu plus jouable. Mais Drone n'a pas été réédité, donc il va falloir quand même aller la chercher. Ceux qui utilisent aussi les dangers, c'est cher aussi, hein, donc pour ceux qui voulaient jouer Orcus, mais plutôt budget, ils avaient justement ces combos avec Scène Lumière, avec les deux fameux monstres Trickstar qui pouvaient invoquer une norme qui va chercher l'autre et l'autre qui s'invoque spé parce qu'il y a la première ou qu'il n'y a pas de monstre du tout sur le terrain.
Et donc du coup, ça permettait de faire ces Link 2. Bon là, maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Comme j'ai dit, la terraformation plus cette carte, le Trickstar ou le support Trickstar est un petit peu, il pleure beaucoup quand même. Et je vais terminer cette liste de cartes limitées avec les cartes qui sont à nouveau jouables. Et oui, c'était 2 cartes qui étaient bannies, qui sont maintenant relimitées à 1, histoire qu'ils ne soient pas trop abusées non plus. Et on va commencer avec justement Degusto. Alors Degusto, justement, j'ai parlé de la banlist de septembre 2017, et ben c'est dans cette banlist qu'elle était bannie, parce qu'en fait, la plus grosse menace qu'avait justement Degusto, c'était un archétype qui était très très fort à l'époque, c'était en 2017 justement, et c'était les Zodiacs. Sauf que Zodiac ayant Raptira 1 et le format Link étant sorti en 2018, déjà je trouve que Zodiac mériterait de revenir un peu plus en avant en remettant Raptira au moins à 2, ça serait déjà pas mal. Parce que je pense pas que Zodiac puisse être aussi fort qu'il était en 2017 sous le format pendule, puisque maintenant avec le format Link, on peut plus trop abuser, on est obligé de faire des gros Links avant de pouvoir faire des Exes. Mais on peut jouer avec du Nightmare, etc. Bon, j'espère qu'un jour ils vont penser à remettre Raptir au moins à 2 pour qu'on puisse rejouer du Zodiac. Mais bon, ils ont commencé déjà avec Degusto. Alors Degusto, il était fort justement dans le deck Zodiac avant la limitation Raptir, etc. Parce qu'il permettait justement de recycler tout ce qui était Zodiac et pouvoir les rejouer juste derrière. Et je vous jure que à l'époque de Zodiac, avec Degusto, etc., vous aviez aussi Norden à cette époque aussi qui était encore jouable. Et du coup, ben, c'était complètement abusé. Franchement, avoir un board avec justement 4-5 Exis différents sur le terrain qui permet justement de faire de la grosse fusion ou je sais plus, mais c'était de l'OTK assuré à chaque tour 2, juste avec la combinaison des Zodiacs avec des Gusto en support. C'était complètement insane. C'était du rarement vu dans la méta à l'époque. Et pour terminer, on finit avec la grosse surprise, je crois la plus grosse surprise de cette banlist, le retour de Tempest, Maître Dragon des Tempêtes. C'est un Dragon Rulers. Alors là, faut revenir très très loin dans le passé. Malheureusement, j'ai pas connu cette époque-là, ce que j'appelle l'âge sombre des Dragon Rulers, parce que quand j'ai regardé les banlists la première fois, j'avais pas fait attention, mais j'avais remarqué que Konami avait vraiment, vraiment puni le Dragon Rulers après sa grande domination dans la méta depuis, je crois, 2013, hein, vers 2013-2014, si je ne me trompe pas. Et à cette époque, comme j'ai dit, les Dragon Rulers régnaient complètement en maître. Soit c'était un excellent support dans tel ou tel attribut, soit c'était le Dragon Rulers pur qui dominait totalement la méta. Et du coup, Konami a décidé de bannir 4 monstres, les 4 plus gros, justement, Dragon Rulers. Donc le retour de l'un d'entre eux, est-ce que ce sera un test? Je ne sais pas. Pour résumer un peu les Dragon Rulers, comme j'ai dit, c'est soit vous bannissiez 2 cartes de même attribut, soit vous bannissez 2 dragons. Et Dragon Ruler, c'est que d'un archétype avec 8 dragons différents. 4 petits, 4 gros. Les 4 gros s'invoquent comme je l'ai dit. Les 4 petits, je crois, ça permet des tutos, etc. Enfin, je ne sais pas du tout la méta, j'ai pas envie de dire non plus trop de bêtises. Mais voilà, après, ça permettait de sortir énormément de grotons, de perpétuer. J'ai pas le mot, de permettre potentiellement des exis au level, s'ils sont de même level. Hein. Comme j'ai dit, je connais pas trop l'archétype Dragon Rulers. Mais en tout cas, Konami avait dit stop à cette époque pendant des années. C'était même plus la peine d'y penser. Et d'un seul coup, Konami a décidé de réenterrer l'âge de guerre avec Dragon Rulers. Bon, après, évidemment, pour dire la comparaison, Dragon Rulers, juste après, parce que c'est un archétype, comme j'ai dit, ça invoque des grotons. J'avais dit les Vianers précédemment. Mais depuis, il y a eu par exemple les True King, donc les rois véritables, qui pouvaient s'invoquer SP, mais juste en défaussant 2 de la main. Donc là, vous niquez votre main pour invoquer SP, c'était pas dérangeant. Vous aviez après les Yangzing, ou avant, à peu près à la même période en fait. Sauf que eux sont plus basés sur le côté défensif pour faire des synchros. Et plus récemment, et quasiment aussi agressif, vous aviez les mecs chevaliers, qui eux s'invoquent SP par rapport à la même colonne. Donc là, ça ressemble un petit peu plus, mais ils sont un peu plus faibles que les Dragon Rulers. Après, derrière, est-ce que ça jouait aussi des capsules d'autres dimensions pour pouvoir remettre dans le cimetière les dragons et pouvoir ressortir du gros ton derrière? Je ne sais pas. Mais bon, comme j'ai dit, soit c'est un test, soit il y a des. Notamment, je pense à la vidéo de Lama qui a fait justement une vidéo sur la banlist et il y en a un de ses camarades qui l'accompagnait qui lui disait que c'était aussi pour permettre potentiellement à un deck Rocket de revenir à l'avant de la scène puisque le deck de structure Rocket allait sortir. Maintenant, on parle de la liste des cartes semi-limitées, donc qui sont limitées à 2 cartes. Et là, Konami a décidé de
permettre à des archétypes parce qu'ils avaient limité, c'est surtout ouais, c'est surtout les cartes qui ont été limitées à une qui sont maintenant jouables à 2 et c'est notamment pour des archétypes, à l'époque trop forts qui sont aujourd'hui moins forts, qui permettent de revenir potentiellement au devant de la scène après cette, grosse, limitation de cartes, de la méta actuelle. Mais avant toute chose, je vais commencer par parler des nouvelles cartes qui étaient jouables à 3, qui sont à nouveau jouables à 2, puisqu'il s'agit seulement des cartes danger. Donc danger Nessie, danger Jackalope et danger Tsushinoko. C'est les 3 dangers qui permettaient justement, qu'elles soient défaussées ou pas, de pouvoir se recycler, de se rejouer, etc. On sait que danger au TCG, c'était abusé dans le sens où ça permettait encore une fois du Thunder Drake de tourner, ça permettait à des Orcus justement, comme je l'avais dit, c'est l'Orcus le moins budget des 3. Après le danger avec Support Sky Striker et le danger Trickstar, l'Orcus danger, pardon. L'Orcus danger, c'est celui qui est le plus utilisé, c'est celui qui est le plus fiable, c'est celui qui justement permet justement les invocations spé abusives sans faire la moindre invocation normale. Ça permet aussi d'aller chercher les end traps si malheureusement on défausse la mauvaise carte. Enfin, voilà, ça pouvait faire beaucoup de choses. Ça pouvait aussi défausser les cartes pièges chevaliers fantômes. C'était très fort. Cependant, elles sont seulement limitées à 2, ça veut dire que le côté support danger reste encore fiable. On est à 6 cartes au lieu de 9, mais je ne pense pas que dans la communauté, ça jouait les 9 cartes à la fois. Ça doit en jouer à peu près ça, donc il n'y a pas de grande différence. Généralement, quand on a des cartes qui sont limitées à 2 ou 3, on ne sent pas trop la différence. Là, c'est 3 cartes différentes. On était à 9 cartes, on n'est plus qu'à 6. Donc en main de départ, on peut potentiellement en avoir qu'un seul cette fois au lieu d'en avoir deux, voire même une main complètement dégueulasse remplie de dangers. Je pense que c'est surtout pour ça que Konami a décidé de limiter à 2. Donc comme je l'ai dit, le reste des cartes semi-limitées étaient des cartes qui étaient limitées à une. Maintenant, elles sont jouables à 2, donc on va pouvoir les jouer un peu plus de manière abusive. Et pour commencer, je vais commencer de parler de Aether, le monarque céleste. Alors cette carte-là, qu'elle était limitée à une, c'était pas si mal. Qu'elle soit limitée à 2, ça va permettre à Monarque de revenir vraiment agressive. Pour vous donner une idée de ce qui va se passer avec Aether maintenant, c'est que Aether permettait d'en invoquer un deuxième juste en envoyant des cartes comme par exemple Panthéiste des Monarques. Et après, en bannissant Panthéiste des Monarques, ben, vous pouviez aller chercher d'autres MP Monarques. Qui plus est, le deuxième Aether, ben, ça fait deux cartes potentiellement niveau 8 si je ne me trompe pas. Donc ça pouvait soit faire des Exis 8 à coup de photons, etc. Soit vous récupérez Aether en main, puisque l'effet forcerait Aether à revenir en main, donc le deuxième. Et de refaire l'invocation de sacrifice d'Aether et de refaire le move pool, sachant que cette fois c'est pour invoquer autre chose qu'un Aether, sauf si vous avez réussi à recycler Aether. Notamment un petit Degusto, mais bon, Degusto est quand même à rang 4. Ensuite, vous avez Herman, héros élémentaire, qui est limitée à 2. Elle était bannie, puis limitée à 1 parce qu'elle était trop abusive, l'effet tuto, etc. Je suppose que c'est tout ça. Mais comme il y a déjà eu des rééditions, il y a des héros vision qui sont aussi, voire mieux que lui, etc. Il va pas trop poser problème. C'est pas lui qui va permettre à héros de revenir vraiment au devant de la scène. Mais bon, là, il y a énormément de héros qui sont sortis. Je crois que c'est le pire archétype aujourd'hui, l'archétype héros qui a le plus de cartes différentes. Donc, choisir Herman ou un autre héros, ça devient compliqué. Mais voilà, héros va pas non plus devenir méta grâce à Herman qui est à nouveau jouable à 2. Ensuite, nous avons Dragon Empereur du Chaos, émissaire de l'achèvement, qui est cette fois limité à 2. On a vu que limité à 1, elle n'était pas si jouée que ça. On préfère quand même Soldat du Lustre Noir. Mais bon, la limiter à 2 va peut-être lui permettre d'être rejoué, bien qu'il ait reçu quand même un errata assez sévère. C'est pour ça qu'elle est plus ban, hein. Mais voilà, lui non plus va plus vraiment poser problème par rapport à l'époque où il était vraiment très fort. Ensuite, vous avez Insector Libellule. Alors celle-là, elle peut un peu surprendre, mais on avait déjà eu Insector Frelon qui était limité, qui est maintenant jouable à 3, et maintenant c'est Libellule qui est jouable à 2. Ça va permettre vraiment à Insector de revenir un peu. Ça va être testé, évidemment. Ça va vérifier si c'est capable de survivre cette fois à la méta actuelle. Elle était très forte à l'époque, c'est pour ça qu'on a un peu limité les dégâts. Et aujourd'hui, Konami a pensé donner sa chance à nouveau, mais c'est pas le seul. Il y a pas mal d'archétypes qui vont revenir quand même, parce que Konami, comme j'ai dit, a décidé de se limiter pas mal. Il y en a encore d'autres que je vais présenter là. Justement, je parlais des decks qui étaient méta à l'époque, qui ne l'est plus trop aujourd'hui parce qu'elles étaient limitées. Maintenant, ils vont pouvoir revenir aussi. Je veux bien sûr parler de Shuri, Stratège Nécrose. Ça, c'est pas si surprenant que ça, dans le sens où beaucoup des cartes Nécrose ont été rééditées. Donc ça va permettre à des nouveaux joueurs de tester le deck surtout.
et de vérifier si le Necrose aujourd'hui peut survivre à la méta, tout comme Insector et d'autres archétypes anciennes. C'est quand même une fausse bonne idée parce que Necrose peut empêcher, un peu comme artefact faux, de jouer de l'extra deck. Donc ça devient dangereux de voir du Necrose avec 2 Shurites. Ils auraient dû quand même un peu limiter les dégâts sur Shuri. J'aurais préféré que ça soit les rituels justement qui soient moins limités parce que Shuri à 2, là ça va commencer à être vraiment dangereux. Il va falloir faire très attention à cet archétype-là et vérifier si finalement ça va revenir méta ou pas. Ensuite, nous avons le jongleur de dommages mage artiste. Bah, celle-là, elle peut surprendre un peu parce que ça peut servir de trap pour empêcher un kill. Hein, c'est un peu comme un battle feeder. Et lui, son utilité, c'est surtout d'aller chercher un autre mage artiste. Alors, je pense notamment, je crois, à Clown, hein, qui va avec jongleur. Il y avait aussi Peluche Feu à une époque, mais Peluche Feu, je crois qu'elle est toujours bannie. Donc, oui, mage artiste, c'est pas un archétype que je connais bien. Je crois que ça joue aussi avec des MP, mais je sais plus trop lesquels. Mais non, franchement, à part un bon gros support, what the fuck, surtout que jongleur, comme j'ai dit, ça empêche les dégâts. Ça va être une carte qui va être jouée surtout pour le time, j'imagine aussi. Pour le deck mage artiste pur, je le connais pas, donc je peux pas dire si ça va être fort ou pas de retourner jongleur à 2, mais je ne pense pas. Et pour terminer, nous avons Sacrifice Royal. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais Konami a fait wouh, faites du slip, c'est cool, le protecteur du tombeau, allez! Ouais, parce qu'il faut quand même reprendre un peu le contexte de ce qui s'est passé avec les protecteurs du tombeau. Donc c'était un archétype très vieux, c'est un des premiers, je crois, même de l'archétype de l'histoire, avec les effets flip à la base de nuée de sauterelles, nuée de scarabée, oiseau furtif. Puis après, il y a eu les Seigneurs Lumière, etc. Bon, ils sont sortis du devant de la scène, mais c'était un des gros archétypes de la belle époque des débuts du Yu-Gi-Oh! Avant même GX, hein, pour dire. Puis il y a eu un énorme blanc pendant des années et des années, et après on arrive à cette année avec justement, je crois, Fusion de l'âme. Oui, Fusion de l'âme, voilà. Konami a dit tiens, protecteur du tombeau, on va vous mettre un petit support sympathique, hein, y a pas de problème. Et nous on a dit non, c'est de la merde, donc c'était bien, hein, c'est fun, mais c'est pas méta du tout, donc on s'en fout. Et donc Konami n'est pas content, il veut vraiment faire revenir cet archétype au devant de la scène, hein, le plus vieux, hein, archétype l'histoire, en mettant Sacrifice Royal. Donc pour résumer un peu la situation, c'est Valet Mortuaire sur le terrain, chaque joueur se défausse de tous les monstres de sa main, c'est super, ça nique tout quoi. Dire, vous avez plus de monstres dans votre main, l'adversaire juste derrière, pour dire, hein, l'un des nouveaux supports, c'est le trône de la Vallée Mortuaire. Il va aller chercher un autre monstre protecteur du tombeau, lui peut invoquer des monstres, et vous allez jouer votre top deck pour espérer avoir un monstre. Voilà, ça résume un peu la situation. Même si ça va pas vraiment faire le café parce qu'il y en a quand même que 2. Je suis désolé, mais là, c'est quand même abusé. Je pense que Sacrifice Royal va retourner à 1 très prochainement. Parce que là, même ça peut être un support avec Vallée Mortuaire. Des decks Vallée Mortuaire qui empêchent justement des salamandres grandes de jouer avec leur cimetière. Ce qui fait que ça les met en PLS. Et derrière, vous faites Sacrifice Royal pour vraiment niquer la main adverse. Voilà, ça va être un support, ça va plus être. Peut-être support Sky Striker, tiens, voilà, 2 cartes magiques, Valet Mortuaire en terrain, et Sacrifice Royal, voilà, l'adversaire peut pas invoquer de monstre et vous le tuez à petit feu avec des Ayaté. Voilà, donc soit gros support, soit protecteur du tombeau en mode gros bourrin, et vous pouvez plus rien faire puisque vous n'avez plus de monstre, vous n'avez plus de trap, vous n'avez plus rien. Ouais, bravo Konami. Et maintenant, les cartes qui sont à nouveau jouables à 3. Alors là-dessus, il y a beaucoup de cartes qui étaient limitées à 1 qui sont jouables à 3. Et il y a quelques cartes qui étaient semi-limitées, donc jouables à 2. Donc pas de cartes bannies qui sont rejouables en mode allez-y, jouez à fond là-dessus. Non, non, que des cartes limitées ou semi-limitées. Et je vais commencer évidemment par Sentinelle Clifford et Luster Pendule, le Draco Assassin. Donc c'était 2 cartes d'archétype pendule qui étaient très forts à leur époque. Cependant, l'archétype pendule général, c'est pour vous donner une idée. Donc Clifford et Draco Assassin étaient vraiment très forts à leur époque. Derrière, après, il y a eu du Yangzing, du Metalphose. Enfin, Yangzing, c'est plus du synchro, mais c'est un peu du Metalphose support Yangzing pour ceux qui n'ont pas connu. On a après derrière le Magicien Pendule avec Astrographe. Et aujourd'hui, la grosse pendule qui est sortie, c'est l'Endymion, qui est le support justement du Magicien Pendule. Hein. Ça reste un Magicien Pendule malgré tout. Mais voilà, malheureusement, c'est pour ça que d'ailleurs que ces cartes limitées ou semi-limitées sont maintenant à nouveau jouables, puisque Pendule ne peut pas revenir au devant de la scène entre le nouveau format Link qui les empêche d'abuser de leur extra deck
Et surtout le fait qu'il y a toujours 3 parfums anti-magie qui sont jouables. Donc du coup, vous mettez 3 parfums anti-magie dans votre side. Tant qu'il y aura ces cartes-là, aucun deck pendu ne sera vraiment méta, dominant. Pourra être méta ou outsider grand maximum, mais pas le deck qui va être le plus dangereux de l'archétype. Ensuite, vous avez Trishula, le dragon de la barrière de glace. On avait eu Brionac parce qu'il a eu un errata. Cette fois, c'est Trishula. Donc, Trishula, ben, comme il y a déjà du retour Necros qui ont un Trishula qui ont à peu près les mêmes effets, donc ils se sont dit pourquoi pas mettre une synchro 9 pour les autres pour pouvoir faire exactement pareil. C'est la difficulté, c'est une synchro 9, donc c'est assez chiant à invoquer, même s'il y a maintenant les guêpes qui sont sortis récemment, qui pourront peut-être invoquer un Trishula. Après, je sais plus vraiment quelles sont les conditions, je crois que c'est juste généraliste, un Satoniseur plus monstre non Satoniseur au plus. Mais voilà, Trishula non, n'est plus vraiment une grande menace, hein. Ça permet de faire un gros, quand même un très gros card advantage. Mais voilà, un Trishula, c'est quand même un synchro 9, comme j'ai dit, c'est pas facile à invoquer. On va voir ce qu'elle va donner, mais c'est vrai que Trishula, qu'elle soit limitée à une ou à 3, ça changera rien en fait. Ensuite, vous avez Explosion Infernale. Alors cette carte-là, peut surprendre, mais j'imagine que Konami se dit: «Oh, on a quand même limité Gazelle, on a limité, Cercle, Salmagrande. Allez, pour nous pardonner, on vous met un truc, pour le feu quand même, des invocations spé, en mode défense». Alors déjà, à ma connaissance, niveau, Salmagrande qui ont des monstres à 200 points de défense ou moins, je crois qu'il y en a quasiment pas. J'essaierai d'en afficher un à la limite, mais à ma connaissance, je sais même pas si non, je peux même pas dire s'il y en a à proprement parler des monstres, avec aussi peu de défense. Par contre, pour ce qui est des decks volcaniques aux cloches de feu, là, ils peuvent se faire un peu plaisir puisqu'ils ont quand même pas mal de monstres qui pourront réinvoquer et burner l'adversaire ou faire des exis et cetera. Parce que la cloche de feu, généralement, c'était pour faire des exis 4 avec des gustos aussi à la limite. Et le volcanique, c'est du gros burn, c'est magnifique, ça fait plaisir. Ensuite, vous avez Portail de monstres. Alors ça, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de finalement une carte limitée qui est maintenant à 3 de ce type, là. C'est en fait, c'était très fort à une époque. Mais comme les gens sont en train d'abuser énormément d'Entrap, il peut y avoir du what the fuck. Là, on peut partir sur du Hearthstone Moment. C'est le type qui a briqué, qui veut sacrifier un Entrap qui lui sert plus. Par exemple, si l'adversaire a déjà fait son move pool, vous avez Ash Blossom que vous piochez en top deck, vous dites: «Ah, c'est pas bon, donc je vais l'invoquer Nord, je vais la sacrifier avec Portail de monstre en espérant que lui en face n'a pas H Blossom lui-même», ce qui est quand même probable. Et derrière tout ça, vous espérez avoir la carte qui vous manque, une petite carte qui permet de survivre à ce board monstrueux. Cependant, comme j'ai dit, comme les gens ont tendance à abuser des untraps, des monstres untraps généralement, on peut se retrouver facilement avec une petite H Blossom qui arrive sur le terrain comme ça. Un petit effet de Veileur aussi qui peut arriver comme ça. Ça reste un petit synthoniseur niveau 1 ou niveau 3, mais voilà, c'est les risques à prendre quand on joue, Portail de monstres avec, des entraps de type, monstre. Donc, faut forcer, justement, si vous voulez jouer Portail de monstres, soit de jouer avec des entraps, de type piège, hein, il y en a pas mal, comme j'ai dit, je vais donner des exemples débiles comme, Infinite, Red Reboot ou Heavenly Match. Donc là, vous êtes obligé de jouer ces cartes-là. Donc, dès que vous jouez Portail de monstres, l'adversaire saura que vous jouez que des cartes pièges en entrap. Ou alors, et là ça va donner un gros avantage, c'est que Portail de monstres, c'est un sacrifice de monstre, et le Lair of Darkness est un spécialiste dans le sacrifice des monstres adverses. Donc en sacrifiant un monstre adverse, vous pouvez potentiellement récupérer un Diabolos de nulle part. Enfin, c'est le what the fuck à l'état pur, comme je le disais. Ensuite, vous avez la super polymérisation. Alors, celle-là aussi, elle est attendue. Alors, ça me fait chier parce que j'en ai que deux, donc du coup, je vais devoir en chercher une troisième. Mais ce qui est marrant, c'est que quasiment tous les membres de la team n'en ont que deux et donc ils se sont battus justement pour en avoir deux. Et là, il faut trouver une troisième super polymérisation et puis c'est tout, hein, puisque c'est un très très bonne carte de side pour la méta avant cette banlist, mais je pense surtout que Super Poly, ça peut servir et dans l'Hero Darkness et dans le zombie, puisqu'ils ont réédité la fusion de deux monstres zombies. Le Lair of Darkness, c'est justement pour Venom. On a toujours du Salamangreat qui vont être jouables, donc du coup, on sait qu'on a une fusion Salamangreat qui me fait assez le café là-dessus. Donc oui, Super Poly à 3, c'est aussi et surtout parce que ils vont faire une sortie d'une nouvelle fusion Prédaplante et je pense que Super Poly avec Prédaplante, ça peut faire très très mal, surtout si l'adversaire joue Ténèbres comme de l'Orchustre.
Enfin, il reste 2 cartes à présenter. Alors là, c'est what the fuck, hein. Franchement, il y en a une que beaucoup attendaient, qui priaient que ça allait arriver. J'expliquerai pourquoi elle est à nouveau limitée à 3. Enfin, mon hypothèse là-dessus, mais avant toute chose, on va parler de Trou Noir. Alors là, pas ce qui s'est passé encore une fois, hein, un peu comme Sacrifice Royal. Trou Noir, ça a été une grande surprise aussi. Du clean de board, il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais il faut dire que la destruction de monstres, quand on a maintenant dans l'archétype des cartes qui permettent d'empêcher l'activation de MP, justement la prochaine carte va justement essayer de contrer l'abus de Trou Noir. Euh, Trou Noir, comme j'ai dit, voilà, il y a aussi des monstres qui peuvent pas être détruits par des effets. C'est une destruction généraliste, donc du coup, les Boral Sword, les Charge Boral, enfin les Borlod, enfin, toutes ces cartes qui peuvent pas être ciblées ou ne peuvent pas être détruites au combat, bah, vont être détruites par un trou noir de manière totalement débile. Les gens vont se plaindre comme d'habitude. Mais c'est surtout voilà, pour éviter un board à base de Boral Sword. Normalement, quand il y a Boral Sword, c'est que c'est un OTK en face, hein, il veut vous achever. Et c'est pour ça aussi la combinaison avec le jongleur à 2, ça permet de limiter les dégâts, etc. Donc voilà, on sait vraiment que Trou Noir est là pour retourner. Cependant, ce qui va se passer dans l'archétype, si Trou Noir est efficace, que je doute hein, quand même que Trou Noir va être efficace avec Raigeki en plus limité à 1, ça fait 4 cartes de nettoyage de board. C'est que les gens vont abuser en mode je nettoie ton board et après j'invoque et je t'OTK avec. Ça peut aller très très vite quand même, même si Konami a voulu limiter les gros combos qui OTK. Mais il y a toujours des cartes qui permettent de faire des combinaisons à base de monstres à effet simpliste qui one-shot l'adversaire. Il suffisait juste de clean le board adverse et là, ben, c'est une occasion en or. Et enfin, le tout dernier changement, la dernière carte qui est à nouveau jouable à 3, elle était limitée à 1 elle aussi comme Trou Noir. C'est le Jugement Solennel, donc un counter trap. Alors, ça peut paraître bizarre, mais il faut quand même ressortir aussi le contexte. Un truc que peu de personnes ont remarqué, c'est que au départ, les counter traps, c'était vraiment des cartes où il y avait un énorme prix à payer, notamment Jugement Solennel. Je crois que c'est celui où tu payes la moitié des PV. Je vais vérifier ça. Attendez 2 secondes. Regardez comme il fait bien les choses. Ah non, ça c'est portail. Blablabla. Voilà, c'est la moitié des PV. Voilà, excusez-moi. Ce petit contretemps. Mais bon, voilà. C'est un counter trap où vous payez la moitié des PV pour annuler une activation ou une invocation. Et justement, c'était un gros coup, hein. Il y en a d'autres, c'était 1000, d'autres c'est 1500, d'autres c'est défausser une carte. Voilà, c'était des très gros coups pour empêcher soit l'activation seulement d'un effet en particulier, soit une invocation. Sauf que plus récemment, avec Salamangreat et Orcus, on a par exemple le Crescendo qui a juste besoin d'avoir un monstre sur le terrain pour annuler l'effet du MP. Donc c'est quoi? C'est un counter piège qui empêche justement l'adversaire de jouer, parce qu'un counter piège c'est quand même un spell speed 3. Il y en a très peu qui permettent d'être contrés dans un autre archétype. Salamangreat c'est pareil, il suffit juste d'avoir un monstre incarnate pour annuler un effet. Donc c'était vraiment abusé. Donc c'est pour ça logiquement qu'ils ont mis Jugement Solennel à 3. Ça permet de contrer du trou noir, mais malheureusement, ça va justement jouer le jeu du qui va payer le plus de PV pour annuler l'effet adverse, puisque là, je pense qu'en side, il sera très recommandé de remettre des raid reboots. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. Enfin, c'est quand même beaucoup ce qui concerne la banlist de juillet 2019. Donc, comme j'ai dit, applicable le 15 juillet. Donc, depuis justement lundi. Donc, puisque là, cette vidéo, c'est le 16, c'est le lendemain. On a été surpris, hein. On l'a appris justement la veille au niveau de la team. Comme j'ai dit, pas mal de surprises, des cartes où on s'attendait. Mais voilà, comme j'ai dit, Konami a dit stop à la méta actuelle. Ils ont changé un peu tout ça. Est-ce qu'il va y avoir de rectification? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on va avoir pas mal de travail à faire, hein, notamment au niveau des joueurs pros, surtout qui vont essayer de trouver une solution parce que leur move pool de base est mort, hein. Ça, il n'y a plus rien à dire là-dessus. On va peut-être avoir le retour justement de quelques archétypes qu'on a complètement oubliés, tels que des outsiders. Est-ce que finalement le Cyber Dragon va revenir? Parce que lui, il n'a pas été touché, à proprement parler.
Voilà, on va voir comment ça va évoluer cette méta, c'est cool. Alors par contre, il y a toujours une carte qui me surprend d'être toujours pas touchée à la banlist, c'est la Tour des Ossements. Donc on a toujours le what the fuck Mayakashi FTK. Là, ça me surprend aussi. Je pensais qu'ils allaient enfin s'en débarrasser, mais apparemment le FTK Mayakashi, qui pourtant c'est un FTK, Konami a horreur du FTK, mais finalement ils le laissent. Bon, un jour ils vont bien voir que c'est complètement un combo complètement abusé, mais bon, ça reste assez rigolo quand même. Voilà à peu près. Donc désolé d'avoir fait cette présentation. Normalement, c'est Doc qui devait le faire, mais il était encore une fois occupé, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Vous inquiétez pas, la prochaine banlist, ce sera le Doc qui présentera, hein, puisque on voit bien que c'est pas ma spécialité là-dessus. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur telle ou telle carte en particulier qui vous a posé problème dans le niveau de la banlist, lesquelles vous êtes content qu'elles soient limitées ou bannies, lesquelles ça vous déplaît, que vous pouvez rager comme vous voulez en évitant le pouce rouge parce que ça ne nous concerne pas, c'est de la faute d'Akonami après. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce qu'on fait beaucoup de vidéos, hein, beaucoup de types différents, on fait pas que des banlists, etc. Sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.